Water. It's vital to human life, our economy, and ecosystem. The very survival of our planet. But water challenges are growing more intense than ever before. Increasingly volatile weather patterns fueled by climate change, crumbling infrastructure, pollution, and overpopulation that's causing a surge in demand for water. But now, new technologies are offering bold new ways to protect and optimize water, to help the world become water secure. And Xylem is leading the way. Xylem is a Fortune 1000 global water technology provider, dedicated to solving water and smart infrastructure challenges. We have a century-long track record of trust and reliability, providing leading-edge technologies, expertise in equipment to utilities, industrials, and other users of water, working closely with our customers to develop solutions that manage water more effectively and efficiently all across the water cycle. Now, we're leading the digital transformation of water, partnering with our customers and innovation leaders, discovering new ways to harness the power of data and analytics, delivering unprecedented insight that's optimizing existing water systems, and creating a future that's more water efficient to meet the world's water needs, and more energy efficient to protect the environment. Our commitment to sustainability is fundamental to our business strategy, guiding everything from how we design new products to our culture and people. Through our corporate social responsibility program, Watermark, Xylem employees have volunteered more than 230,000 hours over the past 5 years, educating about key water issues, cleaning up local waterways, working with our NGO partners to deliver drinkable water systems to communities in urgent need, and deploying our experts, technology, and equipment to help disaster-afflicted communities. The world's water challenges are dramatically increasing, but so are the possibilities to solve them. Xylem is working every day to bring water technology and innovation to communities and people around the globe, raising awareness, reaching new audiences through partnerships and the power of sports, and helping create a world where water is more accessible, affordable, and safer for all. Water is always moving, and so are we. We're pushing forward, pursuing the opportunity of a lifetime. We're Xylem, and we're solving water. Join us. Good morning, dear. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette session Perspectives de jeunesse. C'est Madame Lidmia Oudoud qui sera présidente de cette session. Elle est ingénieure en environnement pour la mission au Sud-Soudan des Nations Unies, et Monsieur Djerdef Bilka qui est agrégé adjoint de l'Université technologique de Poznad. Madame Oud, Monsieur Bilka, vous avez la parole. Merci beaucoup pour ces gentilles paroles d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session Perspective Jeunesse. Je suis très heureuse de co-modérer cette session avec mon collègue polonais. J'aimerais simplement vous dire que nous sommes des participants et des membres très actifs de l'OWA, notamment Monsieur Ajay. Par ailleurs, nous sommes tous les deux membres du comité Omeka. Et quelques mots
sur cette session avant de démarrer. L'objectif de cette session est d'être interactif. Donc, on aimerait encourager tous les participantes et les participants à s'exprimer au moment de la discussion et puis partager aussi les résultats de leurs échanges lorsqu'on sera en session en parallèle. Puisque cet événement se déroule sur Zoom, j'aimerais vous demander de couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a des représentants de zones thématiques qui vont participer donc à cet événement, suite d'ailleurs à ce qu'on a organisé en décembre 2020. Là, on s'intéresse notamment aux mégacités et à l'ODD 6, celui sur l'eau potable pour toutes et tous et sur la gestion des eaux usées, la technologie et l'importance d'avoir un environnement propice à tout cela. C'est un objectif qui est très important et très pertinent dans le contexte des mégalopoles. Donc, on a beaucoup de chance de pouvoir parler de tout cela ensemble aujourd'hui et très heureux de vous avoir avec nous. Donc, pour ce qui est des intervenants, maintenant, s'il vous plaît, merci de nous en faire la présentation. Alors, le premier intervenant est Michael Anniken Johnson, qui est basé au Nigeria avec des doctorats portant sur l'eau et sa gestion. Il a travaillé aussi à l'Institut de recherche marine au Nigeria et a travaillé dans de nombreux projets de recherche. C'est lui aussi qui a apporté un soutien technique aux solutions innovantes pour apporter l'eau potable à des millions de personnes au Nigeria. Et à l'heure actuelle, il est gestionnaire pays HACE et coordinateur des programmes. Ensuite, on entendra Mariana Balderas, qui est designer industriel de l'Université de Mexico. Elle a eu son diplôme en 2020 et elle dirige le secteur, le département R&D de Isla Urbana. Donc, il s'intéresse au bien-être social par le biais de la récupération des eaux de pluie, entre autres. Elle est donc basée à Mexico City et participe à un groupe ou un réseau de designers qui collaborent les uns avec les autres pour trouver des solutions innovantes. Et on aura aussi Young Villa qui interviendra. Lui aussi travaille sur des solutions innovantes et comment les démocratiser. À l'heure actuelle, il travaille aux Philippines et avant cela, il travaillait sur des projets innovants en Asie du Sud-Est. Young a énormément travaillé aussi sur the International Water Association. Il a cofondé le réseau Young Water Professionals en Philippines. Il a d'ailleurs été reconnu pour cette entreprise-là et reconnu d'ailleurs par le WA en 2020 avec une récompense qui lui a été décernée à cette occasion-là. Et puis enfin, et non des moindres, Randolph Waters, qui est directeur marque globale et partenariat à Xylem. C'est lui qui s'occupe des partenariats avec d'autres partenaires, notamment Manchester City Football Club. Et c'est lui qui gère aussi le portefeuille de plus de 40 produits et marques. Il travaille aussi avec le WA sur un certain nombre de sujets, notamment faire entendre les problématiques liées à l'eau. Donc on est très reconnaissant et heureux d'avoir
tous ces intervenants avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette session et de partager vos expériences, votre point de vue et de vous exprimer dans cette session perspective jeunesse. Les mégapoles, comme nous le savons, sont des structures complexes d'un point de vue de l'infrastructure, d'un point de vue de leur gestion, ça pose la question de la résilience, etc. Il y a différentes problématiques qu'on peut identifier dans les mégapoles, donc on va en entendre un peu plus de la part de nos intervenants. Alors la première présentation va être faite donc par Michael Hanniken Johnson. Le sujet porte sur comment améliorer l'accès à l'eau potable avec une étude de cas, celle de Lagos au Nigeria. À vous, Michael. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Alors, on vous entend à peu près, vous pouvez commencer. Alors, les interprètes s'excusent, malheureusement, la qualité du son ne permet pas une interprétation fidèle et de qualité. The most populated country, the populated state in the country, is not the first but the second country. It was formerly country capital before it was moved to Abuja. So you would understand that it's non. Sorry for just interrupting you. Alors, pardon de vous interrompre, mais si vous pouvez vous rapprocher du micro, parce qu'on ne vous entend pas plus les interprètes que les participants. Et maintenant? Non, c'est pas meilleur. Est-ce que vous pouvez peut-être essayer de parler plus fort? Sorry. All right. Okay. So can you hear me now? Better. Yes, please go ahead. All right. Thank you. All right. So Lagos is a mega city. It has several water challenges. Donc, dans les mégapoles, il y a des défis liés à l'eau, liés aux problèmes socio-économiques et de développement. Non, les interprètes s'excusent, malheureusement, on n'arrive pas à distinguer les paroles de l'orateur. For instance, for those in the islands, they have challenges with their drinking water because the major source of drinking water in Lagos is I'm sorry, Pardon, je vous interromps à nouveau. Malheureusement, les interprètes ne vous entendent pas plus que les participants. On va passer à la deuxième présentation. Le temps pour vous de trouver un casque, peut-être. Merci. Alors, deuxième intervention, c'est donc Mariana Balderas qui va s'en occuper et on parlera donc de pénurie en eau à Mexico et on parlera de l'ODD6 et de ses différentes cibles. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais faire cette présentation assez générale sur l'eau dans ma ville de Mexico. Je vais donc vous parler de toutes les problématiques liées à l'eau et puis identifier aussi certaines solutions qui existent au milieu de ce chaos. Parce qu'en dépit de toute la complexité, en dépit de la situation chaotique, il y a la possibilité d'innover, de changer et de changer la vie de millions de personnes. Donc voilà, on va commencer, s'il vous plaît, avec la première diapositive.
Un premier mot donc pour vous parler des défis auxquels nous sommes confrontés à Mexico. C'est une des villes les plus densément peuplées au monde, avec 22 millions d'habitants, c'est-à-dire la 6e aire métropolitaine au monde. Le système de canalisation est extrêmement complexe. Il y a 5 lacs, une vingtaine de rivières qui sont sollicitées et utilisées. Et si on avait réfléchi d'ailleurs au paysage de la ville dès le début, il y a tellement de lacs et de rivières que ça aurait ressemblé davantage à Venise que ce à quoi ressemble Mexico aujourd'hui. Mais on s'est servi de ces rivières pour évacuer les eaux usées et maintenant cela pose un gros problème de pollution. La crise que l'on connaît d'un point de vue de l'eau au Mexique, ce n'est pas un problème de pénurie, c'est un problème de gestion et de conception des canalisations. Donc c'est assez triste, mais ça n'a rien de surprenant. On est d'ailleurs parmi les 10 villes qui risquent dans les années à venir de ne plus avoir d'eau potable. Dans la même zone, on observe des contrastes très marqués dans la qualité de vie des uns et des autres. On a des personnes qui consomment énormément d'eau et d'autres beaucoup, beaucoup moins. Il y a une grosse partie de la population qui est en situation de stress hydrique et ces inégalités-là sont très marquées. Ce sont les personnes qui ont une qualité de vie moindre, donc qui ont moins accès à l'eau potable, qui payent le plus cher pour 1 litre d'eau potable. Par exemple, sont obligés de faire acheminer l'eau avec des camions aux citernes, ce qui coûte évidemment beaucoup plus cher. Par ailleurs, le système de canalisation a un gros impact environnemental et socio-économique, puisque on a dû créer des infrastructures pour pouvoir pomper de l'eau de régions qui sont beaucoup plus éloignées, parce que les eaux sont trop polluées à Mexico et autour de Mexico. Donc, ce sont des infrastructures qui coûtent extrêmement cher, qui consomment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis pour pouvoir répondre à la demande en eau de Mexico, il faut continuer à faire tourner ces infrastructures-là 24 heures sur 24. J'ajoute à cela qu'il y a beaucoup de fuites dans le réseau et donc énormément de pertes. Les eaux usées, là aussi, c'est un problème de taille. Le gouvernement veut bâtir de nouvelles infrastructures à hauteur d'1 milliard de dollars pour répondre aux besoins en eau, plutôt pour traiter les eaux usées de la population. Comme Mexico a été bâti sur des lacs, sur des rivières, on a des inondations très régulièrement à Mexico dès lors qu'il y a de la pluie et l'eau de pluie va ensuite dans les égouts et tous les ans, il y a des écroulements, il y a des accidents qui se produisent dans le réseau de canalisation. Voilà donc en quelques mots la situation à Mexico. Merci beaucoup, je vais m'en tenir à ça pour la présentation. Merci beaucoup, Mariana. Prochaine intervention, c'est Monsieur Villa qui va la faire et qui va nous parler de la gestion du bassin versant de l'aire métropolitaine de Manille. Alors, merci de partager ma présentation. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais partager avec vous les défis auxquels nous sommes confrontés à Manille. Alors, Manille est la capitale des Philippines et c'est aussi la ville la plus grande du pays avec quelques 13 millions d'habitants. Ici, vous avez le lac Laguna qui est juste à côté de la métropole de Manille. C'est un lac qui a diverses utilités. C'est utilisé pour l'agriculture, pour l'eau potable, pour
de faire de l'hydroélectricité, etc. C'est le plus grand lac aux Philippines et qui recouvre 32 villes ou qui est utilisé par 32 villes, y compris Manille. Mais ce lac-là fait partie d'un système de ressources en eau bien plus grand. Comme vous voyez, le lac est relié à la baie de Manille par le biais de la rivière Pasig qui divise Manille en deux parties, une au nord, une au sud. C'est un des bassins les plus actifs dans la ville et une des zones économiques les plus importantes aussi. Donc la gestion de ces ressources en eau, ça suppose la participation évidemment d'un grand nombre de parties prenantes. Dans la baie de Manille, autour du lac, mais c'est vraiment tout un environnement, tout un écosystème et même le pays tout entier qui dépend de ces ressources-là en eau et de ce lac. Il y a beaucoup de défis pour ce qui est de la gestion de l'eau à Manille, mais j'aimerais vous parler notamment de la pollution. La baie de Manille et le lac sont parmi les eaux les plus polluées aux Philippines. Même si on a beaucoup travaillé pour éliminer les déchets plastiques, ça reste une des rivières et un des lacs les plus pollués au monde. Moi, j'habite juste à côté de cette rivière et je peux en témoigner personnellement. Et d'un point de vue de l'environnement, on considère même que cette rivière-là est morte d'un point de vue de la biodiversité parce qu'elle est tellement contaminée. Le lac et la baie contiennent énormément de pesticides à cause des écoulements des cultures agricoles. Ces contaminations, elles passent par la rivière Pasig et remontent et redescendent, passent par la baie et par le lac. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à la pollution. Vous les avez ici, une mauvaise planification urbaine, où vous avez des propriétés à multiples usages. Il y a beaucoup de contamination dans l'eau. Il y a aussi une réglementation qui comporte énormément de trous, qui manque de cohérence, qui n'est pas complète. Et d'ailleurs, la gestion des eaux, on a commencé à y réfléchir de manière un peu sérieuse il y a seulement quelques années. Il n'y a pas de rapportage non plus sur la qualité de l'eau. Et tous les travaux de recherche et la stratégie de recherche des universités sur tout le bassin est en fait très fragmentée et pas organisée du tout. Et puis enfin, c'est très difficile de gérer les différentes parties prenantes qui ont des intérêts très différents. Donc, le défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on peut avoir une gestion holistique du bassin de Manille et faire baisser la pollution. Merci de votre attention et j'ai hâte de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Et effectivement, ce n'est pas simplement un défi, ce sont des défis complexes. Et donc, merci de cet aperçu. Le défi suivant sera présenté par Monsieur Randolph. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, ça, ce ne sont pas mes diapos, je ne crois pas. Bon, je vais partager mon écran, ce sera peut-être plus simple. All right. Can you see my screen okay? Vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, parfaitement bien. Merci. Donc, créer une communauté de citoyens de l'eau. Donc, ce bref panorama n'est pas de nature technique, mais ce qui est vraiment passionnant, c'est que ça a une nature très horizontale, c'est-à-dire que cela touche tous les défis dont on vient de nous parler, et je pense que c'est quelque chose de pertinent pour toute personne de par le monde. Donc, je voudrais dans un premier temps poser deux questions.
et peut-être que dans le chat, vous pourrez réagir et donner un chiffre d'une échelle de 1 à 5. 1, c'est pas du tout éduqué et 5, c'est très éduqué, je connais tout. Donc, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que vous êtes conscient et est-ce que vous sentez éduqué sur la crise mondiale de l'eau? Donc, quel est votre ressenti de votre niveau d'information sur cette crise mondiale de l'eau qui nous intéresse tous? Ensuite, deuxième question, dans quelle mesure est-ce que vous avez le sentiment d'avoir la capacité de pouvoir aider à résoudre, soit au niveau local, soit au niveau international, la crise mondiale de l'eau? Donc, encore une fois, avec une réponse de 1 à 5. 1, je ne me sens pas du tout en mesure d'agir. Bon, je ferme le robinet lorsque je me lave les dents, c'est tout. Et 5, c'est oui, je me sens vraiment en mesure d'avoir un impact auprès de ma communauté ou avec d'autres pays. Donc voilà les deux questions auxquelles on a beaucoup réfléchi lorsque l'on a démarré cette initiative il y a 4 ans, qui est donc un partenariat. Et donc, vous avez ici un petit résumé de ce que je vais couvrir. Ce groupe qui est très passionné sur la question de l'eau, eh bien, montre que c'est difficile de se sentir parfaitement informé et éduqué. Et même aussi la question de la capacité à agir, même si on a beaucoup de ressources pour essayer d'avoir un impact, même avec cela, j'ai le sentiment que j'aimerais avoir davantage la possibilité de contribuer, d'avoir davantage d'impact. Et si vous réfléchissez au public, en fait, la plupart des personnes ne sont pas éduquées en la matière, ne sont pas informées, ne sont pas en mesure d'agir pour vraiment avoir un impact sur la situation de l'eau, même au sein de leur propre communauté. Donc, il faut autonomiser le public, il faut qu'il puisse voter avec son argent, ses dollars. Il faut qu'ils puissent voter aussi avec leur bulletin de vote, qu'ils élisent des gens qui ont un programme en matière de gestion sûre de l'eau et on souhaite les rassembler pour créer un mouvement et avoir ainsi un impact sur cette crise mondiale de l'eau. Et cette initiative que j'ai le plaisir de mener essaie de rassembler le secteur public et le secteur institutionnel. Et donc, l'engagement public est véritablement la clé d'un changement de système. Et donc, que vous votiez avec votre argent, que vous votiez avec votre bulletin de vote, eh bien, et lorsque l'on combine ça avec tous les travaux extraordinaires qui sont faits, comme par exemple à l'UNESCO, avec technologie, financement, encourager les différentes organisations à agir, c'est comme ça que l'on pourra arriver à des changements sur ce sujet complexe. Et puis évidemment, il y a d'autres défis liés au changement climatique. Il faut réfléchir à peut-être manger différemment. Les jeunes, les politiques doivent aussi se rassembler. Et donc, voilà le genre de partenariat innovant qui a été mis en place. On veut monter en haut de la plus haute montagne avec un énorme mégaphone pour dire, voilà, l'eau, c'est ça qui est le défi qui se pose à nous. Et lorsque l'on voit que, par exemple, le football peut toucher absolument tout le monde, si vous regardez le nombre de clubs, etc., eh bien, à Manchester, par exemple, on a véritablement un engagement très, très fort. Et donc, aussi, cet engagement peut se traduire au niveau social. Donc, on a lancé ce partenariat pour justement ne plus rester sur ses lauriers dans la question de l'eau. Alors, cela fait 4 ans que nous sommes actifs et nous avons réussi à toucher plus de 1,1 milliard de personnes. Peut-être pas 1 milliard, mais en tout cas des centaines de millions de personnes qui ont ensuite des ramifications multiples. Des gens qui vont véritablement suivre les différentes actions et qui
réagissent tous les mois. Nous avons généré plus de 50 millions de vues de nos films éducatifs. Vous voyez à gauche une copie d'écran avec en particulier 20 millions de vues en 3 semaines pour la fin du football que vous voyez en haut à gauche. Et je vous invite à aller voir cette vidéo. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, entre-temps, nous avons mené 8 enquêtes différentes auprès de spectateurs et de fans de foot qui, entre-temps, se souviennent avoir vu quelque chose sur le sujet, qui savent que la ville de Manchester est impliquée sur la question de l'eau. Et lorsque l'on pose la question de savoir s'ils ont le sentiment d'avoir agi pour l'eau dans les 3 mois à venir, eh bien, l'on voit une augmentation de cette notoriété et aussi de cette préoccupation de l'eau dans le domaine de l'eau, donc une augmentation de 30% au cours de cette période. Mais bien évidemment, pour que ceci soit plus tangible, on a également lancé ce réseau de jeunes ambassadeurs de l'eau que vous pouvez voir ici en bas avec cette académie de l'eau. Cela permet à des jeunes dirigeants de permettre aux communautés et aux mégapoles de par le monde, parce que c'est ça l'idée, en fait. Il va falloir résoudre ces défis d'abord dans les mégapoles. Donc, c'est la raison pour laquelle on a lancé ce réseau d'ambassadeurs, de jeunes ambassadeurs de l'eau, en utilisant le pouvoir du foot, fédérateur du foot pour cela. Et donc, je vais vous montrer un petit aperçu de notre toute dernière campagne. Donc, l'on a une équipe très mélangée, d'âges multiples, des hommes, des femmes. Est-ce qu'on peut peut-être garder cette vidéo pour la montrer à la fin lorsque l'on parlera des solutions? Oui, oui, absolument, parfait. Très bien, pas de problème, je garderai cette vidéo pour tout à l'heure. Et donc, une campagne qui a été faite, mais il y a encore beaucoup à faire, bien sûr. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Vous pouvez m'écrire à randolph.waters@xylem.com. Regardez nos vidéos, dites-nous ce que vous aimez, partagez-les avec des amis, des collègues, la famille, etc. Et nous allons lancer notre prochaine campagne qui est très excitante aussi. Pour ceux d'entre vous qui aimez le sport, je pense que ça va vraiment résonner pour vous. Ce sera lancé dans 1 mois. Et si vous pouvez aussi utiliser nos contenus, nous pouvons licencier ces contenus auprès de certaines organisations qui sont conscientes et qui veulent se battre pour cette cause de l'eau. Et contactez-nous pour cela. Merci beaucoup. Merci. Merci de notre côté. Voilà, on va voir si maintenant Michael Agnécan a une connexion qui s'est améliorée entre-temps. Michael, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, il faut activer votre micro. Voilà, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux. Je vous en prie. Très bien. Donc, dans Lagos, il y a plusieurs établissements humains. Il y a l'île et puis le continent. Les gens vivent dans une zone de marécage avec donc 2 masses d'eau, la lagune et puis l'océan à gauche. Et donc, ces 2 masses d'eau ont des qualités différentes et il y a beaucoup de personnes qui ont du coup des problèmes dans la qualité de l'eau parce que la lagune reçoit énormément de déchets solides de la ville et le réceptacle de contamination importante. Et puis,
L'océan Atlantique, de l'autre côté, est à un degré de salinité très important. Et donc, et par ailleurs, il y a du coup beaucoup de corrosion liée à l'utilisation de cette eau. Et pour ceux qui vivent sur l'île de Lagos, ils sont pour certains en dessous du niveau de la mer. Et donc, cela pose évidemment un gros problème en matière d'eau potable pour l'ensemble de la population de Lagos. Ensuite, l'un des grands problèmes, c'est la présence d'éléments alcalins dans l'eau. Ce qui entraîne énormément de dégâts dans les égouts. Et donc, dans une région, une zone extrêmement peuplée, il est tout à fait logique, évidemment, qu'il y ait beaucoup de déchets, mais ce problème, déjà, dans un premier temps, doit être résolu. Et récemment, l'UNICEF a bien noté que la majeure partie des cas de diarrhée au Nigeria se situe dans les écoles. Donc ça, c'est aussi un des grands problèmes qui se posent à Lagos. Et puis, il faudra aussi discuter probablement d'autres problèmes, mais en tout cas, je m'arrête à ce stade et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de ces présentations. Peut-être que, avant de passer en session parallèle, je pourrais vous poser une question pour que l'on se connaisse mieux les uns les autres. Est-ce que vous pouvez nous montrer le sondage? So I don't know if we can have already the results. Voilà, est-ce qu'on peut peut-être avoir les résultats? Donc, est-ce que vous pouvez voir les résultats déjà à ce stade? Moi, personnellement, je n'arrive pas à vous montrer les résultats, mais peut-être quelqu'un peut vous les montrer. Voilà, parfait. Donc, comme on peut le voir, la plupart d'entre nous travaillons sur ce problème de l'ODD 6. Donc, on peut beaucoup, évidemment, creuser cette question et les questions et les défis posés dans l'ODD 6. Et c'est la raison pour laquelle on va se retrouver dans des sessions parallèles. Et pendant la séance parallèle, vous pourrez bien évidemment activer votre micro, partager vos réflexions. Et il y aura aussi le lien pour la Jamboard qui pourra être utile peut-être pour que vous mettiez en forme certaines de vos réflexions. Donc, au bout des 15 minutes dans les séances parallèles, les participants pourront présenter leurs idées, leurs réflexions sur la façon dont ils pensent qu'ils peuvent résoudre les défis qui ont été présentés. Donc, peut-être que vers la fin de la discussion, vous pouvez déterminer un ou deux représentants de votre groupe qui pourront ensuite présenter en plénière les résultats de la discussion lorsque l'on ressortira des séances parallèles. Donc, je partage avec vous les Jamboards. Donc, si vous souhaitez avoir un accès
n'hésitez pas à demander l'accès à ces Jamboards que nous vous accorderons, bien évidemment, et ensuite vous pourrez les utiliser pour y noter vos réflexions et vos idées. Ludmila, merci. Voilà, j'ai ouvert les salles parallèles. Les participants ont donc la possibilité de choisir la salle. On va essayer peut-être de répartir les gens, ou alors je peux aussi vous répartir directement. C'est à vous de me le dire. Bon, je pense que si vous nous répartissez d'emblée, ce sera bien. Merci. Je vous demande maintenant d'accepter l'invitation qui vous est envoyée et on peut démarrer le travail en session parallèle. Et la salle principale est la salle 4. Ludmila, je ne vous entends pas, nous ne vous entendons pas. Bien, je souhaiterais que vous me déplaciez, mais que je ne sois pas dans la salle 3. Très bien. Ou plutôt, c'est Mariana qui va être déplacée vers la salle principale, la 4. Et je transfère également quelques autres participants d'autres salles, de façon à ce qu'on soit à peu près équitablement répartis. Mariana, vous serez dans la salle principale. C'est dans la salle 4, la salle principale, que nous travaillerons sur le défi que vous avez présenté. Donc, on peut peut-être commencer par de rapides présentations des personnes qui sont dans la salle. Attendez, je n'ai pas tout à fait fini de lancer les invitations. And also the Jamboard, the only one that I could open, it's the... Alors, pour ce que je pouvais ouvrir, le seul groupe que je pouvais ouvrir, c'était le numéro 3. Le seul Jamboard que j'ai pu ouvrir. Bon, si vous avez besoin d'y avoir accès, je pense que vous pouvez en faire la demande et moi, je l'ouvrirai. Ça, c'est pas un problème. Puis le Jamboard, c'est pas une obligation, c'est juste un outil qui est là pour vous aider. Hello. Yes. Mahmoud, do we have any participant attendees? Mahmoud, est-ce qu'on a des participants dans cette salle principale là? Yes, Ludmila. Oui, je vais vous demander de faire un petit saut dans la salle 2 et demander aux participants de venir dans la salle principale, s'il vous plaît. So I can see Daniel here. Maybe you can shortly introduce yourself. Alors, j'aperçois Daniel. Peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement avant que les autres participants arrivent. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Daniel Cancé et je suis militante eau et jeunesse. Actuellement, je suis au Canada et je vais vous faire une présentation en tant que vice-président de mon association. Et j'ai déjà travaillé sur les droits sociaux, sur les questions alimentaires et je suis vraiment impatiente de participer à ce webinaire et surtout, je suis impatiente d'entendre les conclusions. Merci beaucoup de vous être présenté. Alors, si on a d'autres participants, surtout, n'hésitez pas à prendre la parole et à vous présenter ou simplement lever la main pour qu'on puisse vous identifier comme participant à cette séquence-là. Alors, je vois qu'il n'y a pas grand monde, mais peut-être qu'on va continuer à parler de ce défi présenté par Mariana. Alors,
Peut-être que je pourrais en apprendre un petit peu plus, mais quelles sont les ressources en eau qui existent à Mexico? Est-ce que dans le cadre de vos travaux, vous pourriez peut-être nous éclairer sur les ressources en eau à Mexico? Parce que Ariana devrait pouvoir répondre à cette question. Merci. Alors, nous avons deux sources principales d'eau à Mexico. On a les lacs et les rivières sur lesquelles la ville s'est construite. Maintenant, on pompe de l'eau qui vient d'autres États et on pompe aussi de l'eau de l'aquifère. Donc voilà les principales sources d'eau qui, évidemment, représentent un coût environnemental et social assez conséquent. D'un point de vue de l'énergie, c'est ça? Oui, les ressources en énergie dans votre pays, c'est quoi? C'est du nucléaire? Qu'est-ce qui... Non, beaucoup de choses tournent au carburant et aux énergies fossiles. Et pour l'éolien, pour le solaire? Non, il n'y a pas beaucoup d'éolien et de solaire. Je ne sais plus comment on dit, du pétrole. Des générateurs au pétrole. Emilia, je peux prendre la parole aussi si vous souhaitez avoir un intervenant de plus. Alors, je suis ingénieur en environnement, moi aussi. Je suis égyptien, j'aimerais bien participer aux échanges. Est-ce que vous pouvez nous parler des ressources en eau à Mexico? Non, mais je peux vous parler de mon pays. Ou de la région MENA, peut-être que ça peut être utile. Oui, MENA, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord. Très bien. Eh bien, écoutez, peut-être que vous pouvez nous donner en effet votre point de vue sur l'eau et les défis qui sont liés dans votre pays. Et peut-être qu'on pourra faire un lien avec Mexico. Alors, ce que je peux vous dire, c'est partager avec vous des études de cas menées en Égypte. Comme vous le savez, l'Égypte est un pays où il n'y a pas énormément de ressources en eau et on essaye de changer l'usage de l'eau en Égypte avec des nouvelles mesures politiques, des nouvelles capacités institutionnelles qui ont été bâties pour répondre à la demande et aux problèmes de distribution de l'eau en Égypte. Toutefois, pour accroître nos ressources en eau dans le pays, on a mis en place un plan ambitieux à l'horizon 2030 qui consiste à réutiliser 40% de l'eau usée et s'en servir pour notamment le secteur agricole et pour les paysages, notamment pour les zones désertiques qu'on connaît dans les pays d'Afrique du Nord. Donc, je ne sais pas si les conditions climatiques de Mexico sont semblables, mais peut-être que vous êtes confrontés au même problème. Et bien, peut-être que Mariana peut intervenir et nous dire ce qu'elle en pense. Eh bien, écoutez, oui, absolument. Nous aussi, on connaît la même situation de stress hydrique. Je ne veux pas aller trop vite en besogne et parler des solutions. Mais ce qui est certain, c'est que cet horizon 2030 me paraît tout à fait juste. Moi, ce que j'aimerais poser comme question, c'est savoir si vous en savez un peu plus sur les ressources en eau de Mexico. Merci beaucoup, Mariana, pour cette question. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur la ville de Mexico et sur les défis auxquels les jeunes dans cette ville-là sont confrontés. Donc, pardon, je ne connais pas très bien cette question-là. En tout cas, je fais partie d'un réseau de jeunes du monde entier, y compris de Mexico. On a même tout un chapitre
Mexique dans notre dernière publication, mais je dois vous avouer que je ne connais pas très bien la situation sur le terrain. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des conseils, des solutions possibles? Pour Mariana, pardon, cette question-là. Mariana, quelles sont les solutions possibles, envisageables à Mexico? Alors, je vais revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure pendant ma présentation, mais la pénurie en eau, elle provient avant tout d'une question géographique. L'eau, on a bâti la ville dessus et ça, c'était évidemment pas une très bonne idée. Puis derrière, on a très mal géré les ressources en eau. Par le passé, là où il y avait Mexico, il y avait 5 lacs et de nombreuses rivières. Et il y a quelques centaines d'années, voire 1000 ans et quelques, je ne me souviens plus exactement de la date, mais on a décidé de pomper l'eau depuis une zone extérieure au bassin de Mexico. Et c'est là que la pollution des rivières et des lacs autour de Mexico a commencé à être observée. Comme je disais tout à l'heure pendant la présentation, les ressources en eau que nous avons à notre disposition aujourd'hui sont fortement polluées. Il faut bien voir qu'on est dans un bassin, donc on peut aussi utiliser l'eau de pluie. Il pleut beaucoup à Mexico, 6 mois de l'année, il y a des pluies très fortes. Donc on pourrait réfléchir à utiliser l'eau de pluie et à sa récupération. Ensemble, je me suis dit qu'on pouvait réfléchir à des solutions pour savoir ce qui pourrait se passer pendant les périodes où la consommation d'eau est particulièrement forte, parce que ça coûte énormément d'acheminer l'eau jusqu'à la ville de Mexico. Donc, ça serait intéressant d'avoir peut-être vos points de vue sur comment est-ce qu'on peut répondre à ces périodes où la demande en eau est extrêmement forte. Comment est-ce qu'on peut faire intervenir de nouvelles ressources en eau? Alors, est-ce que vous avez peut-être réfléchi à une stratégie de récupération de l'eau de pluie, une infrastructure qui pourrait recueillir cette eau de pluie-là? Alors, les principales ressources en Afrique du Nord, ce sont les rivières, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a de la désalinisation aussi qui doit intervenir, des étapes de désalinisation? Non, écoutez, le problème, c'est qu'on a des problèmes de fourniture en énergie et la désalinisation, ça suppose beaucoup d'énergie. Donc, on voit ça plus dans les pays du Golfe et dans certains pays asiatiques parce que ce sont des pays où on peut se permettre ces coûts en énergie supplémentaires. Et il n'y a pas d'énergie nucléaire dans la région MENA qui puisse nous permettre de dessaler l'eau. Donc, on dépend de la récupération d'eau de pluie et puis évidemment de l'eau des rivières, même s'il y a des pays qui n'ont pas de bassin versant. En Égypte, évidemment, on a le bassin du fleuve du Nil, qui est la principale ressource en eau pour 95% de la fourniture en eau du pays. C'est pour ça d'ailleurs que récemment, on a eu de nombreuses situations de stress hydrique parce qu'il y avait des conflits autour de l'eau et autour du fleuve du Nil. Lorsque, par exemple, il y a des propositions de faire des barrages pour l'hydroélectricité. Alors, c'est compréhensible, évidemment, d'un certain point de vue, mais là où le bas blesse, c'est quand il n'y a pas d'accord qui a été signé entre diverses parties prenantes et qu'il n'y a pas un quota, un débit qui a été établi et qui peut augmenter le stress hydrique pour certaines populations. Alors, on n'a pas parlé d'un sujet très important
qui est celui de notre consommation d'eau. Parce qu'on consomme énormément d'eau, bien plus que ce dont on a besoin. Et ça, c'est un premier levier sur lequel on peut agir, c'est-à-dire voir comment est-ce que l'on peut changer nos manières de faire, nos habitudes, notre culture même, pour réduire notre consommation d'eau et s'en servir que lorsque cela est strictement nécessaire. Donc voilà, comment consommer moins d'eau de manière plus intelligente, parce que la consommation en eau, c'est un problème sur lequel on a une prise à notre niveau individuel. Alors justement, sur cette question-là, il y a des études de cas. La première qui me vient à l'esprit est celle qui a été conduite en Afrique du Sud, où ils étaient très proches de la saison des sécheresses. Et donc, un plan a été déclenché pour réduire la consommation de l'eau. Il y avait toute une campagne à la télévision, à la radio, pour expliquer comment on pouvait chacun économiser de l'eau avec des slogans percutants. Donc, on nous expliquait avec des slogans percutants que si on faisait pipi aux toilettes, on n'était pas obligé de tirer la chasse, mais seulement quand on faisait la grosse commission. Donc, des choses comme ça qui ont été assez efficaces. Et on a aussi réduit le nombre de cultures intensives en eau dans le pays. Donc, la canne à sucre, par exemple, c'est une culture qui a progressivement été, ou en partie été abandonnée. Ça peut être un peu surprenant d'ailleurs d'avoir fait ce choix-là, de cette culture-là, alors qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Pareil pour le riz, là aussi, on a réduit la voilure. Pareil pour les bananes, enfin toutes ces cultures qui nécessitent énormément d'eau. Est-ce que vous avez eu recours à quelque chose de semblable? Au Mexique? Oui, au Mexique. Mais écoutez, nous aussi, au Mexique, nous avons réfléchi à ces questions-là. Et le premier poste de consommation de l'eau au Mexique, c'est l'agriculture. Donc, on a réfléchi à notre empreinte en eau, c'est vrai, mais ce sont surtout les ménages, on va dire, les individus qui réfléchissent et chacun réfléchit à sa consommation en eau au robinet, mais pas forcément à l'eau qui a été utilisée dans les cultures, dans les processus de fabrication de différents produits. Donc, je pense qu'il serait bon de réduire aussi notre consommation de viande, de sorte à pouvoir réduire aussi la consommation de l'eau qui est utilisée pour élever le bétail. Pareil pour l'agriculture, il faut qu'on soit plus prudent. Et ça me paraît être une première bonne piste de réflexion. Et peut-être qu'une tarification aussi de l'eau un peu plus élevée pour les secteurs industriels, ça permettrait aussi de les faire réfléchir. Parce que souvent, la consommation d'eau est subventionnée par l'État pour que l'eau soit acheminée jusqu'aux usines, notamment pour ces secteurs qui consomment beaucoup d'eau. Et aujourd'hui, on a relevé les tarifs pour la consommation d'eau, ou enfin pas tellement relever les tarifs, mais retirer les subventions, ce qui veut dire que c'est plus cher pour ces entreprises-là d'acheminer l'eau jusqu'à leurs usines. Donc ça aussi, c'est une piste de réflexion envisageable, genre de mesure qui peut être sage d'utiliser dans certains contextes. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui. Une autre petite idée. J'ai beaucoup appris des conversations d'aujourd'hui et je pense
que l'on doit aussi réfléchir à la façon de préserver les sources d'eau existantes en évitant la pollution, en luttant contre la pollution. Donc, ça aussi, c'est un domaine sur lequel on peut travailler. Comment est-ce que l'on peut lutter contre la pollution des ressources en eau existantes? Je crois que UNO a organisé, bon, j'ai oublié le nom, mais en tout cas un groupe ou une réunion pour rassembler des jeunes d'Afrique pour justement lutter contre la défécation à ciel ouvert, par exemple. Donc voilà, le genre de choses que peut-être l'on pourra rajouter. C'est ce que je voulais mentionner. Merci beaucoup pour ces idées et je pense qu'on va maintenant revenir, puisqu'on est déjà un petit peu en retard, rapidement à la salle principale, tous les uns les autres. Est-ce que je vais voir chacune des séances parallèles pour leur dire ou est-ce que vous pouvez juste les interrompre? Oui, je vais juste les fermer. Fermer les sessions. Voilà, ça leur donne 2 minutes. Bon, donc je pense que la présentation pour notre groupe, en tout cas, ce sera la présentation de Mariana, sa deuxième partie. Voilà, tout le monde sera revenu d'ici 1 minute et demie. Très bien. Si Daniela ou Mariana souhaitent dire quelque chose de plus sur ce sujet, c'est pas un problème. On a encore 1 minute pendant qu'on attend le retour des autres. Je pense que les solutions seront probablement très similaires pour l'ensemble de la planète parce qu'on vit tous dans la même situation de pénurie. Même si on ne le remarque pas nécessairement toujours tout de suite, ce sera la même situation pour tous et on aura donc du coup des situations similaires avec davantage d'éducation à l'utilisation de l'eau et la recherche d'autres sources moins polluées, d'autres ressources en eau moins polluées, avec clairement des conceptions différentes. Avec des situations où l'on évitera d'utiliser des tonnes d'eau pour certains process, qui est une erreur qui s'est répétée au fil des siècles. Yang, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un de votre groupe qui présentera les résultats de la discussion? Oui, absolument. Nous avons Sarah qui s'est portée volontaire. Très bien. Eh bien, on va donner la parole à Sarah pour 5 minutes ou peut-être même moins. Oui, oui, je serai brève. Donc, notre discussion a été très fructueuse. Nous avons posé un certain nombre de questions qui ont encadré en quelque sorte la discussion, qui ont organisé la discussion sur comment est-ce que l'on envisage la solution aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre pour avoir un impact sur la complexité des questions liées à l'eau. Pour moi, je pense qu'il est important d'utiliser l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc, lorsque les solutions sont fournies par des startups, donc qui ne sont qu'au stade d'idées, mais qui peuvent modifier la situation, eh bien, je pense que les jeunes peuvent devenir vecteurs de changement dans leur communauté.
Ça, c'est mon histoire personnelle. Mes collègues ont davantage de discuter des politiques et de la gouvernance, qui sont des éléments très importants. Comment les règles et les standards qui pourront être adoptés faciliteront la présence de l'innovation et l'utilisation en pratique courante de l'innovation pour résoudre ces questions. On a également parlé de l'économie circulaire, de l'importance qu'il y a à optimiser le traitement des eaux usées et toutes ces pratiques afin d'être en mesure d'unifier notre vision et d'optimiser les solutions. Et Ashton a également parlé de la sensibilisation, qui est vraiment un des points communs en renforçant les investissements dans les infrastructures. Donc ça, c'est un point clé également parce que il y a ce déséquilibre lié à la disponibilité des ressources et ceci peut avoir évidemment un impact sur la façon dont les différents pays mettront en place une solution similaire à différents stades. On a également parlé de législation, de politique à mettre en œuvre pour les grandes entreprises et aussi de l'amélioration des process industriels. Et ça, c'est du côté des solutions. Et puis, on a également un petit peu discuté de la façon dont on envisage l'avenir de ces solutions. Et on a également abordé la question des pollutions émergentes dans le cadre de notre conversation. Et donc, comment est-ce que l'on traite cette nouvelle réalité d'une pollution pharmaceutique, des choses dont on n'est même pas conscient qu'il faut les suivre et donc il est important d'investir dans la recherche et s'assurer que tout reste bien suivi et que l'on sait exactement ce que l'on veut chercher. Et puis, l'on a dit aussi qu'il fallait travailler sur la base de technologies, de l'intelligence artificielle. Et ça, c'était un des points intéressants, en particulier. Donc, comment nos différentes pratiques de différents pays intègrent la technologie et l'intelligence artificielle. Nous avons un petit peu parlé de l'IA qui très clairement va faciliter la façon d'optimiser les outils et les solutions. Et des exemples ont été mentionnés sur la façon dont on utilise, par exemple, la télédétection pour prévoir et pour comprendre, par exemple, les efflorescences d'algues. Et donc, pour savoir que voilà, quels sont les déclencheurs, voilà ce qui se produit. Et après, comment est-ce qu'on peut mobiliser l'ensemble de ces connaissances pour les faire passer à d'autres pays, de façon à ce que l'on apprenne tous de nos défis communs. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment brève pour vous laisser à vous aussi le temps de présenter le résultat de votre discussion. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous et à toute l'équipe. Cette présentation était très complète, et également très complexe, évidemment, avec une approche très complexe pour résoudre l'ensemble de ces défis. Très bien, donc on passe peut-être à l'équipe de Randolph. Randolph, vous avez nommé quelqu'un qui présenterait les résultats? Oui, c'est Emma qui va s'en occuper. Très bien. Merci, Randolph. Alors, Randolph a une copie de notre Jamboard que moi, je n'ai pas. Mais on parlait de l'ODD 6A et 6B avec le renforcement des communautés locales. Donc, d'un côté, l'on a parlé de projets, de problèmes liés à ce domaine. J'ai partagé sur un projet sur lequel je travaille, le renforcement des capacités pour des politiques adaptatives. Quelqu'un d'autre a montré comment il faisait des formations en ligne avec des logiciels libres et le renforcement donc des capacités au niveau international. Mais le plus grand challenge, bien sûr, c'est la coopération internationale et
On a aussi parlé de la façon dont on peut gérer les attentes et les priorités des différentes personnes impliquées dans ces coopérations. Pour que tout le monde puisse venir à la table, mais toutes les personnes qui vont venir à la table dans une coopération vont venir avec ses propres priorités. Donc, il va falloir travailler sur la façon dont on prend les décisions dans le contexte de cette coopération. On a également parlé du fait que différentes régions, villes, personnes ont des capacités différentes, un capital humain différent pour appuyer ce qui va dans la coopération. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. On a parlé aussi de la transformation numérique, qui est à la fois un défi et une solution dans ce voyage. Et Randolph a parler de la mise en place d'une organisation décentralisée autonome pour travailler sur les ODD et pour voir comment des essais à distance pourraient aussi challenger la façon dont on gère la gouvernance au niveau international. Et puis, pour 6A et 6B, bon, quand on parle de 6A, on parle de l'assistance au développement, alors que 6B s'occupe davantage de la question de l'administration des projets. Donc, est-ce qu'il faut mettre un peu plus de local au niveau national et de national au niveau local? Quel est l'équilibre à trouver en matière de contrôle et de coopération dans cet espace? Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, puisque là, maintenant, le partage d'écran est terminé. Voilà. Oui, j'ai juste un commentaire. Effectivement, pour la réécriture des ODD, effectivement, au fil du temps, il y a des changements qui se produisent, donc ce serait bien de les repenser ou de les rédiger. C'est une idée intéressante. Donc, on passe au groupe de Agnekan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut présenter de votre groupe? I'm probably missing out. I'll probably call her to join in. Would that be okay? The bar will present. Can you hear me? Yes, I Est-ce que think vous so. m'entendez? Très mal, le son est très mauvais. Donc, on regarde les problèmes de Lagos et le gouvernement local fait de son mieux pour essayer de gérer et de relever les défis qui se posent. Donc, il y a en particulier la question de la gestion des eaux usées, parce que le lagon est évidemment pollué par les déchets municipaux et par les eaux usées. Donc, la première chose serait de travailler en matière de gestion des déchets pour améliorer la qualité de l'eau potable. Mais il y a aussi un énorme déséquilibre entre l'offre et la demande. Et pour l'instant, en fait, au niveau de l'offre, l'offre est quasiment insignifiante. Cette eau traitée ne peut être fournie qu'à quelques 2% de la population de Lagos. Et puis, il y a aussi la question de l'eau en provenance de l'océan Atlantique. Nous savons que la désalinisation n'est pas en fait une option parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Donc, en fait, la question est de savoir comment le financement peut être mis en place. Ensuite, il y avait la question de l'eau et de son impact sur la santé. Donc, cet aspect lié à la santé publique doit être intégré.
Et l'eau ne doit pas être considérée simplement comme un produit de base, c'est plutôt un élément essentiel qui doit être pris en compte par le gouvernement, également dans le cadre d'une politique de santé publique. Okay, all right. So just so the government should see water not as a commodity to make profits out of it. Donc, l'eau ne doit pas être considérée comme un produit de base sur lequel on fait du profit, mais au contraire, doit être considérée dans le cadre d'une politique de tarification à long terme. Et donc, l'impact à long terme de l'eau. Et comme l'eau est un produit essentiel, la demande ne va certainement jamais baisser, elle sera toujours là. Donc, la question est plutôt de savoir mettre en place des systèmes pour récupérer des recettes et pas si on va récupérer des recettes. L'interprète est désolé, mais le son est vraiment très mauvais et elle fait de son mieux. Donc, il est important aussi donc de relier la question de l'eau à la question de la santé publique. Alors, si la co-commentatrice pouvait peut-être éventuellement intervenir, si elle a quelque chose à ajouter. Bon, on n'a plus beaucoup de temps, donc je pense qu'il va peut-être falloir s'arrêter là, nous dit Ludmila. Très bien, donc j'en ai terminé. Merci. Très bien, donc on peut peut-être passer au groupe suivant. Mariana, vous pouvez peut-être présenter votre solution liée à l'efficacité en matière de gestion d'eau. I had like the second part of the presentation. I don't know if you could. Donc j'ai une deuxième partie à ma présentation que j'avais commencé à présenter tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez afficher cette deuxième partie. Est-ce qu'on peut partager l'écran à partir de la diapo numéro 6? Peut-être que vous pouvez partager votre écran directement. Non? Ah, ça y est, c'est bon. Oh, voilà. Donc, des nuages au robinet. L'idée est donc de collecter la pluie dans une zone où les précipitations sont abondantes. Voilà le projet qui a été mis en place dès 2009 à Mexico. Notre travail s'est concentré sur la collecte et la récupération des eaux de pluie de la façon la plus efficace pour pouvoir apporter de l'eau à des communautés souffrant de pénurie. Nous avons conçu un système de collecte des eaux de pluie qui est respectueux de l'environnement et qui peut collecter de l'eau pour les écoles et pour les établissements de santé dans les zones défavorisées. Donc, l'eau est collectée sur le toit, elle est collectée dans un réservoir. Ce système a un très faible coût et l'on peut améliorer par le système de la gravité la qualité de l'eau, tout simplement, 75% de la qualité de l'eau. Ensuite, cette eau est collectée et peut être utilisée. Donc, tout mètre carré de toit à Mexico peut collecter quelques 800 litres d'eau par an. Et pendant la période de la saison des pluies, on peut même aller jusqu'à 500 litres par jour.
Ce système est à faible coût, il est facile à mettre en place, il peut aussi être acheminé dans des zones marginalisées où l'alimentation en eau est encore plus précaire et coûte encore plus cher. Et ceci permet la décentralisation de l'alimentation en eau. Cela permet d'éviter cette explosion de la demande en eau. Cela permet même de restaurer les aquifères pendant la période des pluies. Cela permet de réduire le niveau de dépendance au système d'alimentation de la ville et cela donne davantage de résilience à la ville. Donc, ce système apporte des avantages non seulement aux familles, mais également à l'État. Par ailleurs, en plus de la conception et de l'installation de ces systèmes, on travaille avec les communautés par le biais de programmes d'éducation. Notre modèle de mise en œuvre prend en compte ces activités d'éducation pour deux raisons. D'abord, pour passer à l'échelle l'adoption des systèmes. Les bénéficiaires des systèmes adoptent mieux et plus rapidement les systèmes quand ils savent comment s'en servir. Et deuxièmement, l'éducation peut permettre de changer la culture et c'est ce que nous cherchons précisément à réaliser. Ensuite, pour qu'il y ait une adoption large, on veut influencer la politique publique en travaillant avec les parties prenantes clés des secteurs. Il y a quelques 21 000 systèmes qui ont été installés et plus de 130 000 personnes en bénéficient à travers le pays. Et le Chili et le Brésil sont aussi des pays avec lesquels nous avons travaillé pour améliorer les systèmes de récupération d'eau de pluie. Prochaine diapositive. Pour aboutir à la durabilité, il nous faut un système de demande et d'offre d'eau qui respecte les cycles naturels, qui respecte aussi l'eau qui est disponible. Il faut la partager de manière équitable lorsqu'elle n'est pas toujours suffisante, sans pour autant détruire les rivières et les écosystèmes sur lesquels nous dépendons toutes et tous. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Peut-être qu'on peut passer à la suite. Pijac, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler du projet pilote à Manille? Oui, volontiers. Est-ce que je peux vous demander de repartager ma présentation à partir de la diapositive numéro 5? Et pendant ce temps-là, je propose de faire un point sur ce qu'on a dit dans la session parallèle. Le problème de la pollution, excusez-moi, commence par l'identification des racines du problème. Donc nous, on a commencé par réfléchir au traitement de l'eau et on a essayé de mieux comprendre la pollution observée dans le lac. Alors, on a utilisé des images satellites et on a aussi utilisé le Big Data. Notre partenaire technologique pour ce projet pilote est Resotac, qui travaille au Royaume-Uni. J'étais leader du projet. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais comme vous pouvez le constater, nos objectifs étaient avant tout d'utiliser l'observation terrestre comme un moyen de planifier à l'avenir la manière dont on doit utiliser et distribuer l'eau. Notre méthodologie consistait à modéliser la contamination du lac aux portes de Manille. Et donc, on avait des images de la NASA, on avait aussi des données topographiques, climatiques, le débit des rivières, le niveau du lac, etc. Donc, on s'est intéressé aux polluants, nitrates, phosphates, etc., ceux qui font que l'eau n'est pas potable. Prochaine diapositive, s'il vous plaît.
Ici, vous avez un résumé de nos conclusions. D'abord, l'utilisation de ces technologies, de l'apprentissage des machines, on a pu comprendre d'où venaient les polluants et où est-ce qu'ils atterrissaient. On a aussi pu identifier les niveaux de concentration de pollution par élément polluant. On pensait que les eaux usées viendraient surtout de Manille, mais en fait, non, ça venait du sud-est et pas du tout de la métropole de Manille. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Tout simplement parce que la gestion des eaux usées est meilleure dans la métropole de Manille, bien meilleure que dans les plus petites communes qui sont au sud-est du lac. Donc, ça veut dire que la gestion doit être améliorée en premier lieu au sud-est du lac. Ensuite, les eaux usées agricoles, elles viennent du sud. On a même pu remonter à quelques champs ou quelques exploitations qui posaient particulièrement problème. Et on a utilisé ce projet pilote comme une étude de cas pour l'utilisation d'outils analytiques et d'images satellites pour une meilleure planification de la gestion de l'eau. Et moi, j'ai toujours dit qu'il fallait se servir des nouvelles technologies pour faire un meilleur suivi de la pollution dans des lacs ou des rivières comme ce que l'on a pu faire à Manille. C'est tout à fait faisable ailleurs. Un grand merci. Merci beaucoup à vous. On va maintenant donner la parole à Anir Khan pour parler du Lagos et on va vous demander de vous en tenir à 3 minutes, s'il vous plaît, puisque on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, Mila. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Donc, il y a des travaux de recherche qui ont été menés à Lagos, notamment autour des écoles, parce que on a constaté qu'il y avait beaucoup de cas de diarrhée ou de maladies qui étaient transmis à l'école et que c'était attribuable en partie aux canalisations et à l'acheminement de l'eau. Donc, vous avez un dispositif qui est une très bonne solution et vous l'avez ici à l'écran, c'est le système automatique Ultra Flow qui fonctionne grâce à la chlorine. C'est un appareil qui ne nécessite pas d'alimentation en électricité et qui peut traiter 180 000 litres d'eau avec beaucoup d'efficacité et surtout des coûts très faibles. Donc quelque chose qui peut traiter des grandes quantités d'eau relativement facilement. Donc voilà le dispositif UltraFlow. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, eh bien vous en avez une image ici à droite sur l'écran. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment la chlorine fonctionne, mais sachez que c'est un système qui est vraiment très efficace et qui, comme je le disais tout à l'heure, a des coûts associés qui sont très faibles. Ici, sur cette diapositive, vous avez des images un peu plus détaillées du dispositif. On savait que la plupart des maladies étaient dues aux bactéries qu'on retrouvait dans l'eau. Donc c'est pour ça que ces systèmes, et surtout dans les écoles, donc c'est pour ça que ces dispositifs-là, on les a d'abord installés dans les écoles. La chlorine, c'est ce que vous avez dans le petit conteneur bleu. Et ensuite, vous voyez les tuyaux par lesquels arrive l'eau. Vous voyez que ça passe donc dans la cuve et que c'est dans la cuve que la chlorine ensuite mélangée à l'eau permet d'éliminer les bactéries et permet donc aux enfants de boire de l'eau propre et potable.
On a formé les enseignants, les directeurs, tout le corps enseignant pour qu'ils puissent faire fonctionner ces dispositifs pour que chacun puisse s'approprier ce système-là. Donc, on l'a conçu de manière simple pour que vraiment tout un chacun puisse en comprendre le fonctionnement et s'en servir au quotidien. Donc ça, c'est un aspect, mais un aspect important toutefois de notre démarche. Par ailleurs, il y a aussi des écoles qui ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas installer ce dispositif-là pour des questions de place, pour des questions techniques. Donc, pour ces écoles-là, on a un autre système. Il s'agit de comprimés, de pastilles de chlorine. Donc, on a un système de dosage, donc un certain nombre de pastilles pour une quantité donnée d'eau à traiter. Donc ici, sur la droite de l'écran, vous avez cette cuve bleue. Donc ça, c'est quand on installe tout, y compris la cuve. Quand il y a une cuve de stockage d'eau, ben voilà, nous, on propose de la remplacer par un de ces bacs bleus dont on a vu le fonctionnement tout à l'heure avec la chlorine qui permet de purifier l'eau de sorte à ce qu'elle soit potable. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances techniques pointues pour pouvoir faire fonctionner le système. Et cette école-là, elle n'avait pas les capacités pour se brancher au réseau d'eau et même de pouvoir garantir que les élèves buvaient de l'eau propre et potable. Et ici, sur cette dernière diapositive, vous avez donc les retombées positives du système. Quand on améliore la qualité de l'eau, ça veut dire qu'il y a moins de maladies dues aux bactéries transportées par l'eau. Ça veut dire que les élèves restent davantage à l'école, sont moins souvent absents. Ça veut dire que leurs résultats scolaires sont meilleurs. Et ça, c'est bon pour le développement économique du pays dans son ensemble. Voilà, un dernier mot pour vous remercier de votre attention. Eh bien, on va maintenant passer à Randolph qui va nous parler d'une solution émanant de son organisation. Je serai bref. Comme je l'ai dit, nous avons lancé ce réseau d'ambassadeurs de l'eau et nous sommes en partenariat avec Huna, la marque de vêtements, pour que ce soit vraiment cool. Donc, Puma, Xylem, la ville de Manchester, ensemble, qui autonomise tous ces jeunes avec le développement des vidéos. Donc, je pourrais vous donner d'ailleurs un lien dans le chat sur ce qui a été fait, par exemple, à São Paulo. Et puis, il y a également d'autres liens sur New York, par exemple, que je vous enverrai. Ça, c'est São Paulo. A Vila Albertina representa minha moradia, porque foi aqui que eu cresci, lugar de história. O projeto Educação e Água está por fazer para educar a Vila Albertina, ensinar sobre como não gastar água, começando primeiro por nós, jovens líderes, e depois os jovens líderes passar para a comunidade, familiares. Através do futebol a gente aprende como reutilizar água, como economizar água, a importância da água na nossa vida. Eu nasci e fui criada aqui. Je suis née, j'ai grandi ici. Je suis une jeune leader de la communauté. Nous rencontrons de nombreux défis et parfois on a le sentiment qu'on ne peut rien faire. Mais avec ces ateliers, ces activités, on voit que même les petites choses peuvent aider et faire la différence. Voilà, j'arrête là. Je sais que c'était bref, mais c'était juste pour vous donner une idée. Et bien sûr, je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous.
Donc, je ferai une petite synthèse en disant qu'on a eu la possibilité d'entendre parler de différents défis liés à l'ODD 6 avec un grand nombre de villes qui ont été présentées et d'autres de par le monde. Et donc, je dois dire que c'est merveilleux de voir que la jeune génération a plein d'idées, plein d'approches possibles pour traiter ce défi, trouver de l'eau quand il n'y en a pas assez, améliorer la qualité de l'eau pour éviter les maladies et sensibiliser à l'importance de l'eau, au fait que ce n'est pas une ressource qui est là pour toujours, mais qu'il y a des conséquences quand on l'utilise. Donc, je voudrais remercier nos intervenants. Merci d'avoir présenté les défis et aussi certaines solutions. Merci à tous les jeunes qui nous ont écoutés. Merci d'avoir participé aussi aux séances de remue-ménage et merci d'avoir présenté vos visions, vos solutions. Nous espérons que ceci vous aura motivé, vous aura encouragé à agir. Voilà, je ne sais pas si les uns ou les autres souhaitaient ajouter quelque chose. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour les présentations, pour les discussions qui ont eu lieu et j'espère que l'on pourra rester en contact jusqu'à la prochaine conférence qui, nous l'espérons, aura lieu physiquement et qu'elle ne sera pas simplement en ligne. Eh bien, merci beaucoup et merci aux organisateurs également. Merci de votre écoute. Chers participants, chers intervenants, chers modérateurs, merci beaucoup pour ces présentations intéressantes, pour ces discussions prometteuses. N'hésitez pas maintenant à aller à Be Water One, qui est un événement qui démarre maintenant. Vous pourrez trouver cet événement sur la plateforme. Et bien sûr, nous vous attendons aussi pour la dernière journée de notre conférence Oméga. Demain, la conférence redémarre à 9 h à l'heure de Paris et nous vous y attendons nombreux. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui.